bonjour à tous. Donc Thibaut Tellier. J'ai un parcours plutôt assurance qualité, puis j'ai rejoint ADN en 2017 pour faire de la validation des systèmes informatisés. Euh, donc dans les domaines pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Donc j'attaque la présentation directement du coup. Oui, donc moi juste Philippe Baron, je suis juste voilà, le fondateur d'ADN. Et donc là on communique pas mal à travers des webinars. L'objectif c'est d'exposer un peu notre savoir-faire et surtout de vous écouter, de recueillir vos besoins pour savoir si ce que l'on fait euh, répond à une difficulté que vous pourriez avoir dans votre entreprise. Voilà. Et il y a également aussi Aurélie petit souci de webcam, mais qui a Bonjour, je suis peut-être désolée, oui, à l'oral. j'arrive. J'arrive pas à activer ma webcam, j'arriverai peut-être à l'activer pendant la présentation. Moi, je suis Aurélie Deriveau, responsable du pôle qualité chez ADN. Juste pour votre information, on lancera quelques sondages durant ce webinaire, donc n'hésitez pas à y participer. Et Thibaut, je te laisse la main. Bon webinaire à tous. Ok. Donc du coup, on va Moi, couper les caméras pour voilà, ouais. avoir tout l'écran et puis augmenter la bande passante. Hein, voilà. Ouais, ok. Alors je coupe Si ça. vous avez la possibilité de poser des questions, hein, et voilà, vous posez une petite question, on essaye d'y répondre. Allez, c'est parti. Ok. Bon, et ben donc bienvenue dans ce webinaire sur les spécifications pour la mise en place d'un process et d'un outil permettant la gestion des changements. Donc la présentation, elle va se dérouler de cette façon. D'abord, on va rappeler rapidement quelques définitions et les objectifs de la gestion des changements. Ensuite, on va également rappeler ce qu'en disent les réglementations et les guides internationaux. Ensuite, on verra un peu le process un peu théorique, on va dire, sur les différents types de changements et les workflows classiquement attendus pour ces différents types de changements. Ensuite, on rentrera plus dans le sujet en listant finalement quels sont les besoins des utilisateurs et en détaillant comment on peut y répondre euh, pragmatiquement avec des spécifications concrètes. Ensuite, on résumera un peu ce que permet d'apporter voilà, un écosystème applicatif pour répondre à ces problématiques. Et on vous présentera comment ADN peut vous aider sur la mise en place de votre process et de votre outil. Alors, une rapide présentation d'ADN. Donc, c'est une société qui a bientôt 30 ans, une quarantaine d'employés, plusieurs sites en France, et qui est organisée en 4 pôles de compétences: qualité, agilité, AIS et sérialisation. Alors, premièrement, donc là, pour l'introduction, les définitions, donc selon l'ITIL, donc l'ITIL, en fait, c'est des bonnes pratiques de gestion des services informatiques. Donc, selon l'ITIL, pour eux, un changement, c'est l'ajout, la modification ou la suppression de tout ce qui pourrait avoir un effet direct ou indirect sur les services. Et toujours d'après eux, la gestion des changements, qu'ils appellent également l'habilitation des changements, c'est une pratique de gestion des services visant à réduire les interruptions des services informatiques, tout en apportant des changements aux systèmes et services essentiels. Alors les objectifs, ils sont multiples, donc on a rassemblé ça un peu par paquet. On a minimisé les risques, donc ça c'est les objectifs de la gestion des changements. Donc, minimiser les risques de tout changement, réduire l'interruption de toutes les opérations des technologies donc de l'IT, et assurer les réussites des mises en production. Il y a un aspect aussi contrôler le cycle de vie des changements et des outils, et entreprendre les changements qui sont bénéfiques pour l'entreprise avec le minimum de perturbations. Et un aspect un peu plus compliance ou qualité, s'assurer que tout changement est enregistré, évalué, autorisé, priorisé, planifié, testé, mis en œuvre, documenté et revu de manière contrôlée. D'ailleurs, on va voir que cet aspect de contrôle
est assez présent dans les réglementations. Est-ce que je vais trop vite ou ça va là pour la vitesse? Bon, je pense que ça va. Alors les réglementations, donc premièrement, on va reprendre l'annexe 11 des JMP européennes. Donc c'est l'annexe 11 c'est l'annexe qui parle des systèmes informatisés. Il y a plusieurs parties qui parlent des changements dedans, mais notamment là, le chapitre, le sous-paragraphe 10, qui dit que donc tout changement à un système informatisé, et ça inclut la configuration des systèmes, doit être fait de manière contrôlée et selon une procédure définie. Voilà pour ça. Le 21 CFR 820, donc c'est la réglementation américaine qui définit les règles pour les systèmes qualité. Dans sa section sur les contrôles de production des process, il y a un sous-chapitre processus automatisé. Et il précise que tous les changements logiciels doivent être validés avant mise en circulation, quoi, avant mise en œuvre. Ensuite, au niveau des guides internationaux, alors d'abord sur l'ISO 80002, donc c'est le document qui décrit la validation des logiciels pour le dispositif médical. Ils font rentrer le changement dans ce qu'ils appellent la phase de maintenance des outils, avec, on voit bien là une flèche qui porte sur tout le cycle de vie de l'outil. Et dans le détail du texte, il précise que les changements doivent être évalués selon leur effet sur l'usage attendu, sur les risques et également sur les moyens de contrôle. Bon, et après, il y a l'ISO 80002 est assez détaillé sur les changements, mais les grandes idées, ça rejoint un petit peu les autres procédures. Voilà. Les changements doivent être faits d'une manière contrôlée et selon une procédure établie. L'analyse d'impact doit se faire sur les moyens de contrôle ou selon des nouveaux risques qui seraient établis ou définis sur l'impact de ces changements. On a également le GAMP 5. Donc ça, c'est les bonnes pratiques des systèmes informatisés. Donc il y a un chapitre qui est dédié à la gestion des changements. Bon, je ne vais pas vous redonner tout le détail. On a également l'appendice. Je profite de l'occasion là, parce qu'on parle du GAMP 5, donc c'est un petit teasing là, donc il y a la version 2 du GAMP 5 là, qui est annoncée, qui devrait sortir mi-juillet. Voilà, qui va notamment inclure, je dirais, être revu pour intégrer les problématiques liées à l'agilité, à l'IA. Donc il y a une conférence ISPE qui est SPE France, qui est prévue mi-juin, mi-septembre, dans lequel normalement le guide sera présenté. Voilà, je referme la parenthèse. Ok. En fait, je voulais juste préciser qu'il y avait un appendice entière, appendice O6, qui était dédié à la gestion de la configuration et des changements. Donc, bon, elle fait 6 pages. Je ne vais pas tout reparcourir. Par contre, on voit dedans là le flux de process qui est défini, avec
Voilà, pas mal de détails. Et Thibaut, je te laisse reprendre la main. Ok. Donc par rapport au processus, classiquement, on a trois types de changements qui sont définis. Les changements standards, qui sont des changements connus, à faible risque, documentés selon une procédure, une instruction, qui sont effectués assez fréquemment et dont les réimplémentations sont préapprouvées. En fait, ils nécessitent une évaluation des risques et une autorisation à leur première mise en œuvre. Et puis ensuite, on considère que le fait qu'ils soient bien documentés et bien connus suffit à ne pas faire nécessiter de nouvelles réapprobations pour les réimplémentations ultérieures. Par exemple, renouveler ou upgrader des éléments hardware. Puis on a les changements normaux, classiques on va dire. Donc c'est des changements qui sont non urgents, on s'en verra après, qui doivent être programmés, évalués et autorisés avant implémentation. Ils peuvent être de différents niveaux de criticité. Par exemple, se mettre à niveau, une mise à niveau vers un nouveau système de gestion. Les changements urgents, c'est comme des changements normaux, sauf que ils découlent souvent d'une erreur ou d'une menace soudaine et ils doivent être traités dans des très courts délais. Par exemple, un correctif d'urgence d'une faille de sécurité, la résolution d'un incident critique, etc. Alors, au niveau du processus, pour un changement normal, donc j'ai remis à droite le Gantt et à gauche, c'est les process utiles. Donc, on a 6 phases. On a la phase de création de la demande, l'analyse de la demande et la définition du plan d'action. Une phase d'approbation, donc avant implémentation, avec les fameux CAB, qui sont les personnes, également en général le nom qu'on donne au meeting auquel ils se rassemblent. Donc, le groupe de personnes qui vont analyser les changements et qui vont analyser tous les éléments qui ont été préparés dans les changements en amont et qui vont décider de l'approbation, ce qu'on appelle le go, ou du rejet no-go de l'implémentation du changement. On a la phase d'implémentation du plan d'action où chaque responsable de tâche va faire ses tâches et la documenter. Une phase de revue de l'implémentation. Donc, ça peut être une revue qualité, on va dire, que toutes les tâches aient bien été réalisées, par exemple. Mais on a aussi la notion de revoir l'efficacité du changement par rapport à ce qu'on attendait comme bénéfice du changement, vérifier l'efficacité. Et là, on voit pas très bien, mais j'ai rajouté un petit bout du Gantt, justement, pour cette phase de revue d'efficacité. Il n'apparaît pas dans leur schéma de workflow, mais on a bien un petit texte qui dit qu'on peut aussi utiliser les données de suivi de performance pour évaluer l'efficacité des changements. Ensuite, le changement urgent, donc ça ressemble, c'est les mêmes phases que le changement normal, sauf qu'on a la notion d'urgence et ce qu'on va appeler généralement un emergency cab qui va être mis en place ad hoc, donc sur besoin, selon le besoin. Alors que classiquement, les CAB, ici pour les changements normaux, ils sont définis à une fréquence régulière, par exemple toutes les 2 semaines, tel jour, le CAB se réunit. Donc là, emergency CAB sur besoin. Et ensuite, on a le processus pour un changement standard. Donc là, en fait, la phase 1 est la première implémentation est peut-être plus maîtrisée, plus documentée en tout cas, et ce qui permet ensuite de ne pas avoir à refaire les phases d'analyse et d'approbation. Donc en phase 1, on va avoir une liste en fait de changements standards qui sont donc pré-analysés, pré-autorisés
et dont l'implémentation est définie dans un document. Et c'est donc ce document qui va définir aussi la gestion des risques ou les différentes instructions de mise en œuvre, elles vont être définies dans cette SOP. Ensuite, on a du coup l'implémentation du plan d'action du changement et directement la clôture. Alors, pour les spécifications, on va rappeler un peu ici les besoins finalement des utilisateurs. Donc, on a un besoin de faciliter la collaboration entre les travailleurs, garantir une traçabilité, gagner du temps, garantir l'intégrité des données, maîtriser les responsabilités, les autorisations, les rôles, maîtriser les workflows, avoir un processus reproductible. Donc ça va notamment passer par la validation de l'outil ou la validation du process si on met en place une gestion des changements via un outil. On va valider ce processus-là. Et avoir des livrables disponibles pour les audits ou les inspections. Alors, pour répondre à tous ces besoins, nous, on voit 6 éléments clés. Donc, premièrement, avoir un change qui est identifiable. Donc, ça veut dire en fait qu'il doit exister en tant qu'objet, avoir un numéro unique. On va définir les workflows. On va définir les rôles, les responsabilités et les accès. Tout ce qui va être modalité de signature, signature électronique, intégrée à l'outil, etc. Définir le détail des informations à traiter dans les différentes étapes du changement. Et puis là, on a rassemblé des requis généraux par rapport au système informatisé. Donc là, on a six principaux points. Donc, premier point, l'identification des changements. Donc le changement, il doit pouvoir être identifié de manière unique, avec un identifiant propre. Il doit être catégorisable selon son type, sa criticité, est-ce qu'il a un impact GXP ou non. Il doit être attribué à une personne. Alors, la façon dont on l'appelle peut varier, hein, mais on peut classiquement appeler ça un porteur du changement. Il doit avoir un statut ouvert, en cours, à implémenter, etc. Et il doit être temporalisé, donc avec par exemple une date de création, la version du système sur lequel il impacte, etc. Et donc tous ces éléments, ça va permettre d'alimenter ce qu'on appelle l'historique des changements, qui va être en fait une bibliothèque de tous les changements passés, en cours et même à venir. Et on va voir que cette historique-là, on en reparlera plus loin. Donc ça, c'est un exemple d'historique des changements dans Jira. Donc on voit bien l'identifiant unique, un reporter, enfin une personne responsable, un statut, le type de changement, il pourrait y avoir d'autres critères aussi, une date de création. Alors, en deuxième point, les workflows. Donc un workflow, c'est quoi? C'est le processus séquentiel par lequel une tâche est accomplie du début à la fin. Alors pourquoi des workflows? En fait, les workflows le fait d'utiliser un outil et de spécifier dans l'outil les workflows, ça permet de sécuriser les étapes qui sont requises par la réglementation. Par exemple, le fait de devoir avoir une approbation avant la mise en place, et ben, le fait d'avoir un workflow en dur dans l'outil, ça garantit ça. Ça simplifie également les différents flux, revues, de correction, d'approbation. Et puis ça facilite l'organisation et le travail collaboratif. Le fait qu'il soit paramétrable assez précisément, ça c'est également important, ça permet de bien adapter le process à l'entreprise, à l'organisation, à la stratégie peut-être plus globale de l'entreprise. Ça permet également de faire potentiellement des liens avec d'autres éléments. Si on a par exemple des URS, des documents de validation qui sont dans le même environnement logiciel, ça permet de faire des liens.
Et on peut également être plus précis dans la gestion des différents changements, donc soit selon leur type, soit selon leur impact JXP, etc. Ça permet vraiment de s'adapter aux différents cas possibles. Alors pour bien spécifier les workflows, on recommande de combiner en fait deux éléments, donc un flowchart pour pouvoir bien visualiser les grandes phases, les sous-étapes, les responsabilités, si on connaît déjà l'outil qu'on va utiliser, les statuts et les transactions entre statuts. Et généralement, on a une SOP en fait qui accompagne le processus, qui le décrit. Et donc cette SOP, elle va détailler les éléments qui sont résumés dans le flowchart et qui va préciser peut-être d'autres éléments, par exemple les timelines, les façons d'échanger les informations et les médias de communication, l'intégration entre les changements et les projets, etc. Là, je vous ai mis aussi quelques éléments qui m'a paru important d'avoir en tête. Donc, bien prévoir les scénarios alternatifs. Par exemple, le CAP va demander plus d'infos dans le changement avant de pouvoir se positionner sur l'approbation ou non. Les cas de refus de change par le CAB. Prévoir pour les différents scénarios d'annulation, bien prévoir un plan de retour, un rollback plan, pour pouvoir retourner à la situation initiale et pas avoir un changement à moitié fait et en fait la situation initiale a changé mais la situation désirée n'est pas atteinte non plus. Ça c'est important. Prévoir les différents scénarios d'échec, etc. Alors là, j'ai mis juste rapidement deux petits exemples. Donc, à gauche, un exemple de workflow où on voit les différentes responsabilités. C'est quadrillé, on voit qui fait quoi selon quelle étape. Et à droite, c'est un workflow dans Jira où on voit en fait tous les statuts et les différentes transactions entre statuts qui sont possibles de faire. Et donc tout ça, ça peut être paramétrable. Là, c'est juste un exemple. Alors, troisième point sur les responsabilités. Alors ici à droite, j'ai mis un exemple également de RACI. Donc on a les différents rôles en haut. On a R responsable, A accountable, C consulted et informed. Mais peut-être juste rapidement sur les différents rôles attendus classiquement. Donc l'initiateur des changements, donc c'est lui qui crée le changement, mais selon les organisations, il peut également planifier des actions, participer à l'implémentation, à la revue et à la clôture. Le gestionnaire des changements, alors selon certaines organisations, ça peut être une personne qui est dédiée à la mise en œuvre des changements. Il va l'aider par exemple dans l'analyse, la planification. Il va piloter les implémentations avec un rôle parfois un peu de chef de projet, organiser les réunions CAB, il va coordonner un peu tout le monde. Le CAB, donc on en a parlé un peu tout à l'heure, généralement il est constitué de membres de différentes équipes et de différentes fonctions. Donc c'est eux qui analysent les changements et qui donnent leur approbation et leurs recommandations. Et important aussi de noter que c'est pratique, on va dire, qu'ils occupent des positions suffisantes pour pouvoir prendre les décisions, justement, et avoir autorité sur ce qui sera décidé pendant ces meetings d'approbation et de mise en œuvre. Il va souvent avoir aussi une notion de priorisation et d'arbitrage entre change selon les délais, les bénéfices et les coûts, etc. Et le propriétaire du changement, là, ça va être le propriétaire du processus, en fait. Donc, généralement, l'assurance qualité. Pour cette partie, donc responsabilité, on a également la partie dans l'outil, on va dire. Donc, l'importance de pouvoir configurer différents niveaux d'autorité dans l'outil, avec les différents droits et niveaux d'autorisation dans l'outil, pour limiter l'accès et les actions aux seuls utilisateurs et rôles autorisés. Donc, par exemple, les actions qui vont être prises en compte, ça va être les différents niveaux d'accès, lecture, création ou modification sur les différents items, les autorisations de signature pour approbation ou signature qualité,
la partie administrative sur la gestion des comptes, donc, création, modification, désactivation, voire suppression. Et les deux derniers éléments, c'est pratique également de pouvoir gérer les utilisateurs et les rôles par groupe. En fait, ça permet de souvent simplifier les matrices de table de droit et également d'homogénéiser en fait la gestion des droits dans l'outil. Alors, notre quatrième point, c'était les signatures. Donc, il faut 3 éléments pour constituer une signature. Il faut un lien entre le document et l'acte. Donc, en papier, ça va être un document papier. En électronique, ça va être un document numérique. Il faut une identification et la non-répudiation de l'acte. Donc là, ça va être fait avec un stylo sur le papier et fait avec un outil de signature et garanti par un certificat en numérique. Et l'acte en lui-même, donc la signature à la main ou un code qui est lié au certificat et qui permet de garantir l'intégrité de la signature. Là, j'ai rappelé également ce qu'en dit l'annexe 11 sur le chapitre électronique signature. Donc, elle rappelle que la signature électronique a le même impact qu'une signature manuelle dans la société dans laquelle elle est implémentée, en tout cas. Elle doit être liée de façon permanente à son document et elle doit inclure la date et l'heure de l'acte. Alors là, on reprend peut-être un peu plus en détail ces éléments-là. Donc on a une signature électronique qui doit avoir un minimum 2 composants, login et mot de passe. Donc ça c'est pour l'acte en lui-même, le PIN qu'on voit ici. Chaque signature doit être évidemment unique à un individu et ne pas être utilisée ou être attribuée à quelqu'un d'autre. Et les documents électroniques signés doivent indiquer en fait 3 informations, donc le nom du signataire, la date et l'heure d'exécution, et également la signification de la signature. Approbation, validation, qualité, refus, etc. Donc là, on voit par exemple le plugin, voilà, c'est le plugin Jira, où on a tous ces éléments. Ensuite, le 5e point, c'était les différentes informations à traiter. Donc là, on a un petit peu rappelé les principales. Hein, donc, l'identification unique du changement, avoir une justification de pourquoi on demande ce changement-là, du contexte, est-ce que ça s'inscrit dans un projet, est-ce que c'est en lien, en parallèle avec d'autres projets, est-ce que c'est à l'intérieur de projets, ça peut être vraiment différents niveaux de fonctionnement. Une description de la situation actuelle et de la situation désirée. Ça, c'est important également d'avoir les deux séparés, notamment également pour les plans de retour arrière, pouvoir bien retourner à la situation actuelle en cas d'annulation en cours de route. Est-ce qu'on va avoir affaire à une migration de données ou pas? L'analyse de l'impact du change. Donc là, c'est l'impact, on va dire, sur les impacts collatéraux. Donc, est-ce qu'il va y avoir un besoin de revalidation? Est-ce qu'il va falloir mettre à jour des documents de validation, des procédures, des instructions? Est-ce qu'il va falloir reformer sur ces procédures ou sur l'outil? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui ont changé dans l'outil? On a également l'analyse de risque. Alors là, bien prendre en compte l'analyse de risque de faire le changement, mais également l'analyse de risque de ne pas réaliser le changement. Parfois, on va avoir, alors peut-être là, ça va être plus souvent des changes critiques ou urgents, mais parfois, on peut avoir deux risques, et le risque de ne pas le faire va être plus élevé ou plus imminent. Un planning, évidemment, de date d'action. La phase approbation ou rejet, donc là, ça rejoint ce qu'on disait dans les workflows, avec la possibilité de voir l'approbation, donc avoir un livrable qui puisse être montré en audit, pouvoir justifier et prouver qu'on a bien approuvé avant l'implémentation. Définir les environnements et des tests s'il y a. Et également, si on le sait dès cette phase-là,
commencer à définir les moyens de vérifier l'efficacité donc avant la phase de clôture du change. Donc c'est la phase 5 dont on parlait tout à l'heure là dans le workflow ITIL. Alors là, on a montré dans Jira la possibilité de personnaliser en fait les tickets. Donc là, on peut vraiment créer ses propres types de tickets. Et à l'intérieur de ces tickets, on peut créer donc là, c'est les différents champs. Et on peut les organiser par onglet comme on veut. Donc là, on a mis onglet général. On pourrait avoir un onglet impact analysis, plan d'action, etc. Dans le détail, donc on retrouve un peu toutes les informations dont on a parlé. Au niveau de la description, là, on pourrait mettre tout le détail de ce qui est attendu. On peut rajouter des pièces jointes. On peut avoir un champ, par exemple, change reason, et avoir une liste déroulante à l'intérieur sur les grandes raisons, enfin, les grandes justifications de changement qui arrivent. Donc, réparation, upgrader le système, la maintenance, rajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. On voit aussi que dans le ticket, on voit bien les acteurs. Donc, dans Jira, on a un rapporteur et un responsable. Ça peut être deux personnes différentes. On peut avoir des liens vers d'autres tickets. Donc, c'est là ce dont je parlais aussi tout à l'heure, le fait d'avoir des outils paramétrables. Ça peut vraiment faciliter aussi l'utilisation. Le fait d'avoir un environnement, en fait, un écosystème, on va dire, large, ça permet de faire le lien là avec les changements, mais aussi les réclamations, les incidents, les CAPA, les documents de validation, etc. On a également là, on voit en bas la priorité. Et sur cette slide, on voit ici le ticket, donc il y a un identifiant unique. On a le type de changement. On peut avoir ces champs-là pour analyse d'impact, analyse d'urgence, analyse de risque. On peut avoir des champs qui décrivent le plan d'action, le plan de retour arrière, donc c'est backout ou rollout plan, les tests. Évidemment, pouvoir cibler l'outil qui est impacté par le changement. Et tout ce qui va être date, donc date planifiée de début, de fin, etc. Et qui sont mises à jour aussi au fur et à mesure de l'implémentation. Voilà, par exemple, change completion date, ça va être vraiment la date à laquelle ça a été au final réalisé. Et on voit aussi que on a l'historique, en fait, l'audit trail de tout ce qui a été fait sur le ticket. Donc ça, tous ces champs là, c'est des exemples. Hein. En fait, tout est customisable dans Jira. Et donc, ça, c'est un service que propose ADN, c'est de pouvoir adapter tous ces tickets, adapter l'outil au processus. Alors, le dernier point qu'on avait pour les spécifications de la système, c'était les requis généraux pour les systèmes informatisés. Donc, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, sur les enregistrements électroniques et audit trail, donc le système doit pouvoir héberger et garantir l'intégrité des enregistrements requis par la réglementation. Il doit pouvoir présenter l'audit trail des modifications qui ont été faites sur les tickets. Donc audit trail des changements opérationnels, des changements administratifs, les informations de tout ce qui a été changé, avec l'identification de l'utilisateur et la date. Cet audit trail doit pouvoir être exportable pour pouvoir le montrer en audit ou en inspection, doit être non modifiable et impossible à désactiver. Et on retrouve aussi ici là l'historique des changements, donc la bibliothèque des changements qui permet de retrouver ce qui a été fait. Là, on va en reparler aussi. Donc, le fait d'avoir un outil, le fait de pouvoir utiliser, par exemple, des filtres ou des requêtes, c'est important. Ça permet d'accéder facilement aux éléments qui ont été créés, de pouvoir donc avoir des filtres pour faire des recherches, par exemple par statut, par version, par responsable, etc. Donc ça, c'est très utile en cas d'audit ou d'inspection,
de pouvoir aller piocher dans la bibliothèque l'historique des changements, de pouvoir aller retrouver les changements rapidement. Alors, un petit résumé de ce qu'apporte l'outil applicatif dans la gestion des changements. Donc, il va faciliter les échanges, fluidifier les échanges et faciliter la coopération, faciliter la recherche d'informations, comme on vient de le voir, faciliter également les mises à jour. Il va sécuriser le process, donc notamment donc ce qu'on disait tout à l'heure avec les workflows. Donc, ça va permettre de renforcer la traçabilité, de fiabiliser les circuits de revue et d'approbation. Donc, grâce au workflow et également à des modèles, on peut avoir des tickets dont les champs sont déjà définis, et donc ça oriente forcément les informations qui sont rentrées dedans. Et tout ça permet d'augmenter la satisfaction des utilisateurs avec une organisation qui va être plus efficace et des outils qui peuvent être adaptables aux méthodes agiles. Alors, pour conclure sur ce que ADN peut vous offrir comme support pour ça, on a 3 piliers. On a le pilier conseil sur la mise en place du processus, également un audit de vos process ou de vos outils, donc sur la configuration, sur les pratiques et sur la validation. On va avoir un pilier intégration, notamment avec les outils Atlassian, là, dont on a montré quelques bribes, quelques exemples pendant la présentation, avec Jira ou Jira Service Management. Et un pilier formation sur Jira, Confluence, etc. et sur la validation. Voilà. Merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop vite ou trop brouillon. Je ne sais pas, Thierry, tu as c'était bien, Thibaut. Est-ce que Thibaut, on peut revenir un petit peu sur le slide d'avant? Ouais. Ouais, voilà. Donc, bon, merci Thibaut pour la présentation. Je voudrais juste rajouter quelques éléments. Donc, sur la gestion des changements, on a la possibilité également aussi de configurer l'analyse d'impact pour que les gens y checkent ou de créer des tâches automatiquement sur typiquement faire l'analyse de risque, ce qu'elle est mise à jour, enfin bref. Mais au-delà de ça, notre approche, c'est pas de prescription sans diagnostic. Okay. Donc, dans un premier temps, on fait toujours un diagnostic de la situation concernant la gestion des changements. Donc, ça consiste à regarder déjà un petit peu vos changes, est-ce qu'ils sont clôturés, pas clôturés, combien vous en avez, est-ce que c'est procéduré, est-ce que c'est pas procéduré, quels sont les problèmes, etc., etc. Et en fonction de ça, on va vous proposer, je dirais, la solution qui sera la plus adaptée. Alors, c'est vrai que nous, on met un petit peu en avant la solution Jira Service Management pour une raison toute bête, c'est que elle est d'un point de vue économique extrêmement pertinente et compétitive. Et donc, à l'heure actuelle, quoi qu'on en dise, la notion de budget, de coût et de délai de mise en production c'est quand même des notions clés. Donc, Jira Service Management, c'est une offre, cloud. Donc, ça se déploie quand même très rapidement, c'est-à-dire c'est en quelques semaines. Voilà. Et bien évidemment, on va proposer un environnement cloud. La plupart de nos clients sont toujours un petit peu interpellés par les notions de validation. Donc, c'est aussi les choses qu'on est capable de proposer, c'est-à-dire qu'une offre de validation dans l'environnement cloud. Donc, voilà, on a bien toujours cette notion de diagnostic et ensuite de prescription. Dans tout ce qui a été montré également, ce qu'il faut ajouter, parce que là on a vu une présentation change où on a la demande du change, mais c'est vrai que quand on est dans un environnement pharma ou dispositif médical et que le change s'applique à utiliser pour maintenir le système en état validé, ça veut dire qu'effectivement il y a d'abord le change, il doit être je dirais,
testé en environnement de validation, et puis ensuite, il doit être appliqué dans l'environnement de production. Donc ça, pour ça, en fait, on lit les tickets de change. Hein. On a un ticket de change d'abord sur l'environnement de validation, puis ensuite un ticket de change sur la production. Et comme on peut lier les choses très très facilement, comment dire, avec Jira, à ce moment-là, c'est quand même un véritable avantage, et surtout on a la traçabilité de tous ces éléments-là. Voilà ce que je voulais compléter, Thibaut.